Bonsoir mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Bouillon Culture. Bouillon Culture, une plateforme culturelle qui nous permet aujourd'hui d'asseoir les idéaux, d'asseoir aujourd'hui tout ce qui nous intéresse autour vraiment des affaires culturelles. Et ce soir, nous avons vraiment un monsieur qui est très modeste, qui s'appelle Alioune Niang-Mbaye. Alioune Niang-Mbaye, c'est vraiment un personnage qui n'aime pas qu'on égratigne sa modestie, mais nous allons nous permettre aujourd'hui de vous dire un peu le cursus de notre invité de ce soir. Monsieur Alioune Niang-Mbaye est fondateur, directeur général de l'Institut africain de développement local, IADL de Thiès, conférencier, consultant international, capitalisant plus de 100 missions dans plus de 20 pays d'Afrique en ingénierie des compétences, management de projets et développement local. Lauréat du Parlement panafricain en Afrique du Sud, il est philosophe, auteur de 12 recueils et 7 essais. Donc, je veux dire, voici un poète pur et dur que je reçois ce soir. Et par ailleurs, c'est un enseignant, un chercheur. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement et à l'éducation. Mesdames et messieurs, chers internautes, voilà donc quelqu'un qui s'appelle Alioune Niang-Mbaye. Leket, lo ci def lol lay xel ni. Ça, c'est l'adage qui le dit. Aujourd'hui, j'ai devant moi un Senghorien, un Cheikh Anta Diop, parce que M. Mbaye est traversé par la poésie de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. M. Mbaye, bonsoir. Bonsoir, M. Gueye. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment sur ce plateau. Je sais que Prestige vous a déjà reçu parce que lors des rondes publiques, vous nous avez charmé dans votre maîtrise de ce qu'on appelle les collectivités locales. Ce soir, nous vous recevons sur le plateau pour parler de littérature, pour parler de poésie, pour parler d'errance, un tout petit peu autour du genre des lettres. Voilà, M. Mbaye, qu'est-ce que vous avez vraiment trempé dans la poésie? C'est d'abord un plaisir partagé de retrouver encore Thiès Prestige parce qu'effectivement c'est la deuxième occasion qui m'est donnée de m'entretenir avec vous. C'est vrai que la première tentative parlait de décentralisation et développement local. Aujourd'hui nous parlerons de littérature et je vous l'accorde volontiers. Permettez-moi aussi de saluer tous vos téléspectateurs et à travers cette émission, les encourager davantage à soutenir ce projet qui est local. Et ça, c'est l'expert du développement local qui parle. Tout à fait. Alors, me donner l'opportunité de parler de poésie, c'est comme si vous me demandiez de parler de ma vie. Parce que moi, je pense que la poésie, dans le lien que nous entretenons, je considère qu'elle représente ma vie. Mon contact avec la poésie, c'est vrai, remonte durant mes époques collégiennes. J'avais senti très tôt une inspiration fécondée de Palépini. Et en ce moment, j'avais tenté d'écrire des textes qui, du reste, étaient naïfs, mais reproduisaient un peu l'empire de l'enfance avec tout ce que ça comportait. C'est pourquoi je définis souvent ma poésie comme étant ma vie. Elle exalte, elle chante mes joies, mes bonheurs, mes peines, mes souffrances. Elle exalte surtout un chemin critique de la vie que nous empruntons en s'engouffrant dans des incertitudes. Voilà pourquoi je dis souvent que sans la poésie, ma propre vie n'existe pas. Elle serait d'un non-sens absolu. Voilà pourquoi elle se positionne comme un élément moteur qui le tente, qui le dynamise et qui me donne aussi l'opportunité de m'exprimer. Voilà comment je définirais mon lien avec la poésie. Tout à fait. Le lien avec la poésie, c'est un lien sacré pour M. Mbaye, parce que qui connaît vraiment le parcours, le temporel, le spirituel, vraiment vous avez été nourri à la bonne source. Aujourd'hui, je peux dire vraiment, j'ai eu moi personnellement à lire quelques de vos écrits pour dire Afrique, cœur de toi, envol de fleurs, poème perdu, réplique du poète, chant pour l'islam qui m'a vraiment percé le cœur, ça j'avoue, je le dis franchement, et les roses de l'innocence. Et j'en ai eu encore d'autres que j'ai lus. Mais il y a aussi aujourd'hui une question que j'ai envie de me poser et que je vous pose, vous, M. Mbaye. Pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas édité vos œuvres poétiques? Les recueils de poèmes, on attend. À quand la prochaine édition de M. Mbaye? Recueil poétique. Je dis souvent que tout poète et artiste, il ne doit pas être omnibulé par le fait que ces textes soient diffusés. Et je pense que très tôt, je disais que je refuse d'être
un poète qui me sert de la poésie pour trouver mon pain. En effet, ma poésie est une passion. Ma poésie est source d'exaltation d'un verbe que je possède et qui me permet de créer des traits d'union avec des ensembles divers. Je peux t'en citer l'ensemble divin, l'ensemble de la nature, l'ensemble émotionnel. Tous ces ensembles, à mon avis, représentent des colorations de la vie. Mais l'autre aspect que je reprécise souvent, on ne peut pas être concepteur, réalisateur et diffuseur, et même acteur. Je me résume à être un concepteur, c'est-à-dire le producteur du texte, à travers la magie des mots et du verbe, mais peut-être un jour ou l'autre, c'est d'autres qui doivent le réaliser, c'est d'autres qui doivent le jouer, c'est d'autres qui doivent le diffuser. Mais aujourd'hui, je suis dans une satisfaction béate, parce qu'à chaque fois que je suis devant mes textes, je me sens tuméfié de joie par le fait qu'à chaque fois que je lis mes textes, je dis voilà, je me suis engouffré dans le verbe poétique. Et comme je dis souvent, le verbe poétique représente tout simplement une manifestation du souffle divin que nous exaltons à travers nos doigts, à travers l'écriture. Donc le poète n'est qu'un trait d'union, quelqu'un qui prolonge un verbe certainement enfui quelque part. Nous ne sommes même pas obligés des fois de savoir d'où vient le verbe. À rechercher d'où vient le verbe, comme on dit, au début était le verbe. Donc nous allons retourner aux profondeurs, là où il y a eu la création du monde certainement. Mais juste pour dire, ce trait d'union, Adam et Ève, c'était déjà la poésie qui est née, c'est toute une vie qui se dessine. Je reviens maintenant sur l'axe. En tant que poète, il y a cette jouissance qui vous anime. Il y a aussi aujourd'hui cette thérapie qui fait quand vous lisez vos textes, vous sentez quelque part que vous êtes soigné au fond de vous-même. Les auditeurs aussi qui vous écoutent, on a cette voix qu'on sent mélancolique avec ce beau texte dans la diction qui permet aujourd'hui d'aller en profondeur. La poésie aujourd'hui, c'est un message très fort. Vous êtes dans un établissement, vous êtes devant des étudiants, mais aussi vous êtes devant une jeunesse. La poésie est un genre littéraire, une thérapie. Moi, je l'ai posé une question à savoir, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'arrogance de cette société actuelle en tant que poète? D'abord, le commun de la poésie, c'est de chercher à saupoudrer les mots de la société avec des mots. Mais pourvu aussi que les gens soient sensibles aux mots et qu'ils soient à mesure d'écouter les mots. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en face de sociétés très pathologiques. Nos sociétés sont pathologiques justement du fait que nous avons tendance à refuser l'existence de notre être dans un pavé quadruple. D'abord un pavé matériel, source peut-être de tout ce que nous possédons en nous et qui nous oblige à aller vers la quête du matériel et de l'existence. Nous avons aussi le pavé épistémologique qui fait que nous soyons toujours en vie de posséder des connaissances. Le pavé émotionnel qui va peut-être nous permettre d'avoir la possibilité de laisser retentir en nous les échos de nos cœurs. Et enfin le pavé spirituel qui est en fait une manifestation de la dimension transcendantale en nous. La poésie est d'abord un genre littéraire, un art, une création culturelle qui a l'avantage de pouvoir exalter l'homme dans tous ces quatre pavés que je viens d'annoncer. Cela voudrait dire que si nos sociétés ne sont plus sensibles à la poésie, cela va certainement contribuer à les rendre fragiles et ne pas avoir la possibilité de sentir en eux jaillir ces jardins de l'humain, ces jardins de l'humanisme, qui sont pour moi fondamentaux dans le cadre de notre propre existence.
Et c'est justement ça qui était le rôle de la poésie. La poésie est née avec le monde. La poésie est née avec l'univers. La poésie, c'est d'abord le verbe de Dieu. Je dis souvent, si Dieu avait dit, il me suffit de vouloir d'une chose, je dis, soit il est. S'il avait dit, il me suffit de vouloir d'une chose, je fais et il est. Il a dit, je dis et il est. Cela voudrait dire que le verbe précède certainement l'action. Et nous sommes aujourd'hui dans des sociétés clonées où on a comme l'impression que l'action précède le verbe, alors que c'est le verbe qui précède l'action. Dès l'instant que le verbe précède l'action, il faut que nos sociétés puissent encore disposer de poètes qui vont encore une fois de plus participer aux entretiens et au cœur de la société. Merci donc, M. Mbaye, vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Je ne peux pas terminer cette émission sans permettre vraiment à quelqu'un, il s'appelle M. Baro Cissé, un diseur, un homme de lettres, un conférencier, mais un artiste hors pair, qui va vous déclamer un beau texte. Le texte a été vraiment écrit par Ali Mbaye. Je voudrais vous lire un poème de M. Mbaye que j'ai choisi, intitulé « Je rêve », pour sa beauté et pour la profondeur de l'émotion que ce poème dégage. Je rêve en tant qu'Africain. Je rêve pour l'Afrique, pour vivre en Africain. Dans mon cœur brille l'Afrique. Je rêve d'être un Africain traçant la voie du futur et de l'avenir pour un monde où peut-être je ne serai plus. Demain, l'Afrique. Demain, le futur. L'Afrique sera debout devant un monde couché. L'Afrique sera jeune devant un monde vieux. L'Afrique sera intacte devant un monde épuisé. L'Afrique sera bavarde devant un monde sourd. L'Afrique sera un mouvement devant un monde statique. Demain, l'Afrique sera. Ô frères d'Afrique, sur les sentiers de la terre, travaillez. Priez sans pleurer, apprenez sans vous lasser. Aimez sans se nourrir de désirs dans vos sphères d'expression. Dans le rythme de ma pensée, vibrez comme une mélodie. Battez donc les tam-tams. Écoutez l'écho du lion. Brisez vos terreurs. Écrasez les ténèbres. Laissez jaillir l'espoir. Ô jeunes d'Afrique, debout. L'Afrique vous appelle. Merci encore une fois, Baro Cissé, ça ne me surprend pas. Vraiment, c'est tout un parcours. Nous vous remercions. Par rapport à cette cure de la société, on va faire quelques pérégrinations philosophiques, parce que tantôt vous avez emprunté le terme épistémologie, qui est vraiment le cœur de la philosophie en tant que telle. Vraiment, avoir, c'est quelque chose qui est un don particulier. Votre approche par rapport à Senghor, votre approche par rapport à Cheikh Anta Diop, on sent une présence physique, une présence inouïe. Quelque part, quelles ont été les premières sources qui vous ont permis d'abreuver auprès de ces différents personnages et leurs caractéristiques qui sont tout à fait différentes? Qui connaît Senghor, c'était littéraire, et Cheikh Anta Diop, c'est tout un scientifique pur et dur, mordu dans l'âme. Nous sommes tous les deux des hommes de science. C'est justement le genre de débat que je prolonge souvent dans les amphithéâtres. Il n'existe qu'une seule science, c'est la science de l'homme. Que l'on soit dans les sciences littéraires, dans les sciences que vous appelez exactes, on est dans la science de l'homme. Senghor, pour moi, est une influence qui peut-être a abreuvé chez moi cette envie de construire du beau, de construire du vrai, de construire du bon et du juste à partir du verbe. C'est vrai, on se donne la possibilité d'intérioriser des événements passés, mais tout en nous focalisons pour le moment sur des moments présents, que nous chantons, que nous exaltons. Et Senghor, en le croisant dès ma tendre enfance, était pour moi un objet de séduction intellectuelle et qui certainement m'a permis de lire ses textes et de comprendre ce qu'il voulait dire et de me décider à tenter de dire comme il dit. Cheikh Anta Diop, je le considère dans son altruisme panafricain,
Parce qu'en développant ma poésie, j'ai très tôt compris que j'avais un souffle et une inclinaison forte pour le panafricanisme. Et j'ai pu travailler sur quelque chose de fabuleux. Vous savez, les grands hommes, en général, s'abreuvent sur le même puits. Et les différences qu'on observe chez eux sont certainement produites par les faibles d'esprit, qui sont à la base de leur distanciation. Mais je vois que Senghor, en parlant de la négritude, qui nous donne la possibilité de nous reconnaître et d'incarner nos propres valeurs nègres, qui seront certainement à la base de notre existence aujourd'hui, demain, et même à l'au-delà. Alors que Cheikh Anta Diop, par exemple, a essayé plus ou moins de nous montrer en fait que nous avons tous en nous le terreau de la création de l'humanité, de la création de la civilisation. Peut-être si on l'avait bien compris, on aurait pu comprendre que nous, Africains, nous avons, si vous voulez, un potentiel scientifique. Nous avons un potentiel civilisationnel. Si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous développer, c'est certainement parce que nous n'avons pas pris le temps de voir ce que nous hébergeons et ce que nous intériorisons. Tout à fait. C'est ça qui me pousse aujourd'hui à reprendre encore aux yeux la pensée de Senghor. Quand il quittait vraiment Sorbonne pour venir rejoindre sa terre natale, Joal-Fadiouth, sa population avait presque pensé que Senghor était devenu un Toubab fini, un occidental. Il leur a dit, je ne vous parlerai pas en grammairien de la Sorbonne, mais en sérère de Joal-Fadiouth, pour montrer que je retourne à ma terre. Donc ceci montre réellement son enracinement et l'ouverture qu'il voudrait vraiment et qu'il a raffirmé jusqu'à ces derniers jours. Oui, vous savez, par moments, nous sommes des sujets ouverts, prêts à tout ramasser, et je pense que notre propre diversité est à la base de notre multidimensionnalité. Et c'est vrai que vous le rappelez, Senghor avait parlé d'abord de la nécessité de l'individu de s'enraciner dans ce qu'il possède avant de s'ouvrir. Ce qui fait que peut-être quelque part, étant le chantre de la négritude, il avait certainement tracé une voie. Nous ne pouvons pas, en fait, aujourd'hui nous développer si nous n'avons pas pris le temps de jeter un regard sur ce que nous possédons. On se développe avec ce qu'on possède, mais on ne peut pas se développer avec ce que possède l'autre. Alors, c'est ça qui fait que, par exemple, souvent les gens ne comprennent pas Senghor. Quand il dit que le rythme est dans mon sang, c'est extrêmement important que les gens comprennent que le développement est ponctué par le rythme. Cela voudrait dire que les pays africains, les pays négro-africains, sont prédisposés à se développer parce qu'ils encadrent toute leur activité quotidienne, toute leur vie sociale par le rythme. Et le rythme étant par essence le mouvement qui produit l'évolution, le rythme étant par essence le mouvement qui est à la base de ce qui se développe. Donc il y a bel et bien possibilité, si aujourd'hui nous visitons notre culture, de tirer des éléments forts sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour nous développer. Et c'est très dangereux souvent de penser que le monde est compartimenté avec des domaines scientifiques où vous avez de l'autre côté les littéraires, de l'autre côté les mathématiciens, de l'autre côté les scientifiques. C'est une erreur. À mon humble avis, l'homme représentant de Dieu sur terre possède tout ce que Dieu possède. Et le savoir, il n'est pas du tout compartimenté. Il est un tout global où il y a des ramifications. Certainement, dès que vous le découvrez, vous allez voir qu'au finish, les seules sciences qui existent, comme l'a si bien rappelé chez Anta Diop, c'est une science, c'est là qui nous permet de connaître l'univers en tant que macrocosme et microcosme, c'est la physique. Une autre science qui peut-être va nous permettre de comprendre que la vie est construite à partir de la logique, c'est les mathématiques. Et une autre science réservée à l'homme, où vous allez retrouver tout ce que l'homme a d'humain, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est tout ce que l'homme possède. Mais maintenant, ces trois sciences vont se retrouver dans ce qu'on appelle le carrefour illuminateur. C'est ça la philosophie. Le carrefour illuminateur n'est rien d'autre, en fait, que ce que je peux appeler la mère des sciences. Donc, au finish,
l'homme, il est là, à côté de la logique qui lui permet de pouvoir extérioriser, exploiter, valoriser un ensemble de potentiels qu'il dispose, bien sûr, en jetant un regard très intelligent sur l'univers. Tout à fait. Justement, dans ce regard qu'on va jeter sur l'univers, parlant toujours de Senghor, vous savez, il y a une chose qui est très importante. C'est, comme je disais à l'entame de mon propos, la culture est une arme. Nous devons armer le peuple. Et ça, c'est vraiment un vaillant combat que nous devons vraiment toujours mener pour que toutes les populations soient au même niveau au point de vue intellectuel. Et ça passe par l'information. Voilà pourquoi Prestige Thiès, en tout cas, a instauré ce plateau Bouillon Culture pour recevoir vraiment toutes les sommités et discuter autour de l'essentiel. C'est la culture qui est au devant de tout. Et ça, c'est très important. Alors, ceci me pousse à dire aujourd'hui, il y a une assertion qu'on dit toujours, le ciel aime la terre. Vous, en tant que poète, en tant que chercheur, comment comprenez-vous ça? Est-ce une raison? Oui, peut-être pour revenir, si vous permettez, au sens que vous avez donné à la culture. Moi, je dis souvent que la culture est le chemin de la vie. Ça voudrait dire que tout individu qui ne prend pas le temps de connaître et d'incarner sa culture, il est sur la vie sans avoir à sa disposition un chemin. Et quand vous n'avez pas un chemin, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas marcher. La culture, pour moi, it is the way of life. C'est le chemin de la vie. Et c'est une erreur chez nous, aujourd'hui, de penser que nos cultures sont primitives, de penser que nos cultures sont à vide de sens. Et c'est certainement ça qui va vous permettre de comprendre tout à l'heure quand je disais que l'homme est en face de la logique et de l'univers. La logique est certainement le moyen par lequel il va s'appuyer pour construire des commodités, pour faire évoluer ses conditions d'existence. Mais l'homme est aussi en face de l'univers qui lui parle, l'univers qui lui sert des codes, des symboles. Mais l'homme lui-même est plus riche que l'univers. L'homme est plus riche que la connaissance, la logique. Et c'est cet homme, à mon avis, qui a aujourd'hui la possibilité de comprendre que si on dit que le ciel aime la terre, c'est vrai, dans mes textes, je voudrais dire que le ciel est en hauteur, il accepte de servir à la terre sa lumière. Il accepte de servir à la terre de l'eau. C'est beau ça. Et le ciel, c'est parce qu'il est généreux qu'il se met en haut, qu'il est en hauteur. Et ça, je pense que le poète, quand il le chante, il va peut-être utiliser des verbes pour magnifier ça. Le physicien, il va essayer peut-être d'observer ce phénomène pour trouver un certain nombre de commodités, mais peut-être, bon, si tu me permets, par exemple, quand moi je vois ce processus, le soir, quand tout semble s'obscurcir et que le désespoir semble lutter avec nous, en regardant le ciel, il y a la clarté de la lune. Écoutez, en contemplant la lune, on l'a dit, voyez quelle est cette lumière qui scintille de la lune à côté de l'étoile polaire qui verse son lait sur mon corps pour me blanchir. Vous voyez, ça c'est en fait une forme d'exaltation qu'on ne peut sentir que si on regarde, si on observe. Mais par contre, donc, vous voyez, c'est en fait ce combat que nous devons essayer, à mon avis, de mener tous. C'est-à-dire montrer qu'il y a la primauté de la culture, surtout. Je dis souvent, et ça, je suis très convaincu, si on prend la culture, le développement et le travail, voilà 3 valeurs que les Africains doivent revisiter pour essayer de reconfigurer, de reformater et de reconjuguer leur société. Que représente la culture? Si vous prenez un arbre, la culture, c'est les racines. C'est la culture qui solidifie l'arbre. Et quand vous prenez le tronc, qui porte les charges et qui tire les utilités, c'est ça qui représente, selon moi, le travail. Et en haut, quand vous prenez les branches et les fruits, c'est le développement. C'est un résultat. Donc, on peut tout de suite se dire que le développement est le résultat du travail
enraciné sur des principes culturels. Ça veut dire que même si quelqu'un travaille, s'il ne lit pas, son travail a une dimension culturelle. S'il ne donne pas de la valeur culturelle à son travail, ce travail ne génère pas du fruit. Voilà pourquoi je dis que la culture est à la base de tout. Et c'est aussi une occasion pour moi de te féliciter. Parce que quand vous lanciez Bouillon de culture, nous en avions discuté et je disais, voilà des émissions qu'il faut encourager et qui permettraient peut-être d'une part de repositionner les choses à leur vrai sens, de repositionner les choses à leur vraie place et qu'on refuse aussi de confiner la pensée, la pensée et qu'on essaie de renouveler la connaissance. Il faut aujourd'hui qu'on élargisse les boulevards pour qu'on ait de nouveaux acteurs, pour qu'on ait de nouveaux discours, pour qu'on ait de nouvelles personnes qui sont capables de renouveler la pensée. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous laissons berner par une certaine monotonie, nous disparaîtrons. En tout cas, M. Mbaye, parce que je ne vais pas vous laisser quitter ce plateau sans vraiment nous gratifier un beau poème. Parce que quand vous parlez, je sens un sous-texte. Vraiment, vous avez écrit beaucoup de textes, j'en ai cité quelques-uns. Vraiment, vous allez peut-être prendre le texte qui vous traverse le cœur. Je sais que c'est peut-être tous vos récits, tous vos textes, mais gratifiez-nous au moins un poème, parce que notre formateur Philippe Laurent nous disait toujours, tu as beau avoir du talent, mais si tu n'es pas généreux, tu peux garder ton talent. Je connais la générosité de M. Mbaye et je sais pourquoi Hassan, le grand chanteur Hassan Boub, vous a gratifié Nit Mboko. Je vois maintenant la source. Gratifiez-nous un poème, s'il vous plaît. Bon, je vais d'abord préciser que tous les poèmes sont dans mon cœur. Et mes poèmes sont pour tout le monde et ne sont pas pour tout le monde. C'est vrai, il y a tout simplement une question de chance. Certains textes, vous l'écrivez et vous les mémorisez. Ça dépend du contexte de l'écriture. Ça dépend également de la source d'inspiration ou de la source de révélation. Et je dis souvent que les vrais poètes ont que ces deux armes. Certains poèmes sortent d'une inspiration et d'autres sont révélés. Et ça aussi, seul le poète peut dire certainement quel est le contexte de l'écriture. Mais je vais peut-être vous offrir cela. Merci. Le poème que je vais vous lire, c'est seul. Ça fait seul, quoi. Bon, peut-être je ne peux pas clamer mieux que toi, parce que quand tu clames mes poèmes, je suis plus ou moins dans une sorte de, si vous voulez, de réincarnation que je définis difficilement. Parce que quand vous le lisez, ce que vous disiez, c'est comme une nourriture spirituelle. Mais je vais essayer quand même. Je vous en prie, merci. Seul, sur un lit au large cœur, l'odeur de ta sueur dans le profond matelas chatouille mon hélas encombré par des pulsions. Pulsions répétées d'un cœur qui vibre de ses longues fibres. J'entends dans la nuit muette les vifs ronflements amers de bruns grillons mixés sur la musique typique des moustiques qui piquent, tel mon sort triste. Dans mon âme morte, triste sort de solitude sauvage qui a ravagé mes nuits tendres du passé frustré. Voilà par exemple mon texte. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, vraiment, c'est partagé, c'est de tout cœur que nous recevons vraiment sur ce plateau. Monsieur Alioune Mbaye, vraiment directeur général de l'IADL, mais aussi un poète que j'ai choisi personnellement. Nous saluons en tout cas ceux qui l'ont accompagné sur ce plateau, Madame Ndour Fatoumata et Monsieur Kandji Cheikh Maguette, qui sont vraiment des inconditionnels de l'IADL parce qu'ils aiment le développement. Monsieur Mbaye, c'est le local pour le global. Ça, c'est très important. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour notre émission de ce soir, Bouillon Culture. Nous allons donner l'opportunité à M. Mbaye de dire au revoir à vraiment nos téléspectateurs et vraiment les internautes qui vous écoutent sur ce plateau de Bouillon Culture, avant de dire au revoir à tout le monde. Bon, je vais peut-être d'abord te remercier de cette opportunité que vous m'avez offerte, mais aussi prier pour votre émission, pour qu'elle puisse trouver toutes les utilités qui vont contribuer au grand changement de notre époque, de notre société et de notre humanité. Mais je voulais aussi profiter de cette occasion qui m'est offerte pour prier pour mon pays, le Sénégal. Donc que ce pays soit davantage renforcé
et revigorer dans le culte de la paix. Je prie le Seigneur tout haut pour que tous les Sénégalais, tous les citoyens et même les étrangers qui vivent avec nous se mobilisent au service de la concorde, de la cohésion et de l'entente. Pour que dans notre pays, nous demeurons le plus longtemps possible un pays stable, un pays de paix. Je voulais aussi, par cette occasion aussi, lancer un petit appel de poètes. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque, nous devons essayer peut-être de nous ressaisir davantage, de nous remettre en cause, tout en essayant de comprendre que nous habitons un beau pays, un pays de paix, un pays certainement qui a l'avantage de bercer l'esprit qui gouverne le monde, blotti dans les îles de la Madeleine. Demain, nous serons un très grand pays. Que Dieu vous entende en tout cas, M. Mbaye. Ça a été tout pour ce plateau de Bouillon Culture ce soir. Comme on dit dans l'adage, marche aujourd'hui, marche demain, tu feras beaucoup de chemin. Nous vous disons vraiment rendez-vous au prochain numéro de Bouillon Culture. Merci beaucoup.